la rétrospective de la semaine. La prolifération des ralentisseurs dits sauvages, communément appelés gendarmes couchés, constitue un obstacle au développement. C'est le constat fait par le ministre des Transports Vincent Dabilgou qui s'insurge contre leur construction qu'il juge anarchique. Étant donné que le Burkina Faso est un pays de transit, cette pratique est inacceptable selon lui. Traverser le Burkina Faso devient un calvaire pour les Maliens. Traverser le Burkina Faso devient un calvaire pour les Nigériens. C'est inacceptable. Le gouvernement ne peut pas accepter ça. Et c'est pour cela que, avec nos partenaires, notamment le syndicat des transporteurs routiers voyageurs, mais aussi avec l'OTRAF, le gouvernement a décidé de reprendre la lutte sans merci contre la construction des ralentisseurs sauvages sur l'ensemble des routes et sur l'ensemble des corridors de notre pays. Mais aussi dans les villes, notamment à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et même dans les villes moyennes. L'excès de vitesse est l'une des raisons de la mise en place des gendarmes couchés, reconnaît Vincent Dabilgou. Pour ce faire, des actions sont en vue pour lutter contre cela. Il ne s'agit pas pour nous de détruire des ralentisseurs, parce qu'il va falloir combattre aussi la grande vitesse sur nos routes. Et c'est en cela que je voudrais vous dire que nous sommes en train de nous équiper et que nos policiers au niveau de l'ONASER, au niveau des communes, au niveau de la police nationale vont engager une grande lutte, mais sévère, contre la grande vitesse le long de nos routes nationales. Des opérations de recensement puis de destruction des ralentisseurs non conformes sont prévues sur l'ensemble du réseau routier. Le ministre note par ailleurs que des sanctions vont être prises à l'encontre des personnes qui s'adonneraient de nouveau à leur construction. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a su faire preuve de détermination dans la réalisation des activités programmées dans le cadre du plan d'action prioritaire 2018, ce malgré les circonstances difficiles qui ont prévalu. C'est l'avis du ministre Aruna Kaboré qui s'est prêté à l'exercice de la redevabilité avec les médias. Pour lui, son secteur a été éprouvé par la précarité du contexte sécuritaire, les régulations budgétaires et la faiblesse des appuis budgétaires de la part des partenaires techniques et financiers. Toutefois, souligne-t-il, des résultats tangibles et fort appréciables ont été engrangés. Ces résultats sont à constater selon lui au titre des réformes et actions transversales en matière d'industrie, du financement des petites et moyennes entreprises et industries, en matière de commerce, de la promotion des exportations, des investissements, de la lutte contre la fraude, le contrôle et la qualité, et aussi en matière d'artisanat. À la question de savoir si tout était rose au ministère, Aruna Kaboré répond par la négative, indiquant que le ministère aurait souhaité faire mieux et obtenir plus de résultats en termes de contrôle de la qualité et de la fraude, mais aussi en termes de communication. Pour ce qui est des perspectives, le ministre précise que son département s'inscrit dans une dynamique de consolidation des acquis déjà engrangés, d'accélération et d'aboutissement des chantiers entamés. Aruna Kaboré a par ailleurs indiqué que sa conviction est faite que le succès du PNDS dans son département passe par le développement du tissu d'industrie manufacturière qui transforme les matières premières locales et crée de la valeur ajoutée et des emplois. Le procès du putsch manqué a repris ce lundi avec le général Djibril Bassolé à la barre. Après la notification des charges qui pèsent sur lui, c'est le procureur militaire qui a pris la parole pour poser ses questions à l'accusé. À la question de savoir s'il reconnaissait les écoutes téléphoniques qui l'accablent dans ce dossier, le général reste catégorique en affirmant que ces écoutes téléphoniques ont été fabriquées et manipulées à dessein pour l'impliquer dans les dossiers du putsch manqué. Il tire donc la conclusion qu'il ne répondra pas à une question relative aux écoutes téléphoniques qu'il a qualifiées de sauvages. Monsieur le Président, il n'est un secret pour personne que ces écoutes téléphoniques que le parquet militaire parle a été extrait sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et vous savez qu'avec l'Internet, on peut tout modifier, lance l'accusé. Il demande alors au parquet militaire de donner l'origine des écoutes téléphoniques, celui ou ceux qui l'ont intercepté. Sinon, Monsieur le Président, même l'expert qui a fait l'expertise a montré qu'il est difficile de prouver l'authenticité d'un enregistrement pris sur Internet, ajoute Djibril Bassolé. Mais le parquet militaire va faire une lecture des retranscriptions téléphoniques que l'accusé a eues avec des personnes telles que Guillaume Soro, Gilbert Dendéré et Jean-Bénédicte Bila, un de ses agents de renseignement. Dans ces lectures, le procureur militaire fait ressortir des conversations où l'implication du général Djibril Bassolé dans le coup d'État reste évidente. Mais pour l'accusé, ces écoutes ont une origine douteuse. Il déclare alors:
Monsieur le procureur, revenons aux faits. Dites-moi ce dont on me reproche. Sinon, je vous répète que je ne ferai pas un tout petit commentaire au sujet des écoutes téléphoniques, soutient l'accusé. Le parquet militaire, pour sa part, dit être convaincu de l'authenticité des écoutes téléphoniques et dit s'en tenir à cette pièce qui, du reste, est la pièce maîtresse du dossier. Nous allons toujours vous poser des questions sur les écoutes téléphoniques. C'est votre droit de ne pas les répondre, mais nous restons convaincus de l'authenticité de la pièce, rétorque le parquet. Pour conforter sa position, le parquet militaire affirme que l'expert allemand qui a fait l'expertise des écoutes téléphoniques a conclu son travail en disant qu'il n'y a ni trace ni indice de trucage ou de montage dans les écoutes téléphoniques. Une affirmation que le général va contester en affirmant qu'un expert français qu'il a personnellement demandé d'expertiser les 10 enregistrements a émis des doutes sérieux sur l'authenticité des écoutes. L'audience a été suspendue sur ces faits et reprend demain à 9h au tribunal militaire. Le général Gibril Bassolé est poursuivi dans le cadre du push manqué pour 4 faits, dont la complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre, de coups et blessures volontaires et de trahison. L'audience du général Djibril Bassolé s'est poursuivie ce mardi avec les questions et observations du parquet et de la partie civile. Ce qu'on peut retenir, c'est que l'accusé campe sur sa position, à savoir qu'il rejette les éléments sonores qui seraient ressortis de ses conversations téléphoniques. Pour lui, aucun élément du dossier ne permet d'établir sa responsabilité dans les événements du 16 septembre et jour suivant. À ce propos, à l'endroit du parquet militaire, il affirme ceci, je cite: « Vous êtes incapable de démontrer quelle a été ma responsabilité. On a juste des écoutes fabriquées à partir desquelles on tente de tirer des infractions. » Fin de citation. Le général de gendarmerie poursuit en indiquant que ces écoutes ont été réalisées de façon illégale et ont fait l'objet de manipulation. En réponse, le parquet militaire souligne que les débats juridiques autour de la régularité des écoutes ont été menés devant la chambre de contrôle et ont été purgés par l'arrêt de renvoi. Répondant à Djibril Bassolé qui affirmait ne pas connaître la provenance de ces écoutes, le parquet affirme que les origines de ces pièces sont connues depuis le cabinet d'instruction et d'ajouter que ce qui est constant, c'est que le dossier montre que ce sont les officiers de police judiciaire qui les ont apportées et la défense du général a même fait des observations sans demander une contre-expertise. Prenant la parole, le général Bassolé fait remarquer que ce ne sont pas les OPJ de la gendarmerie nationale du Burkina qui ont intercepté et retranscrit ces écoutes. Passé cette étape, le parquet militaire lui donne connaissance d'éléments retranscrits qui, de son point de vue, constituent des actes de complicité. Monsieur le Président, c'est quand même bien que le procureur commence à rentrer dans le vif du sujet, même s'il ne peut que parler d'éléments téléphoniques douteux, a-t-il lâché. Il renchérit en ces termes, je cite: « Nous parlons ici des faits d'attentat à la sûreté de l'État perpétrés entre le 16 et le 25 septembre, date à laquelle les putschistes ont abdiqué. Je suis étonné qu'on fasse référence à des conversations après le 25 septembre. » Fin de citation. Pratiquement toutes les questions de la partie civile ont été esquivé par le général Bassolé, renvoyant la balle à ses avocats. Maître Prosper Farama, l'un des avocats de la partie civile, a lui cherché à comprendre comment une conversation que le général n'a jamais tenue peut porter atteinte à sa vie privée. L'avocat faisait référence en effet au recours des avocats du général devant la Cour de justice de la CEDEAO qui disait en substance qu'incontestablement ces écoutes caractérisent une atteinte à la vie privée du requérant. Le général n'a pas souhaité s'exprimer sur cette question, expliquant qu'il s'agit de termes techniques et que ses avocats sont mieux outillés pour y répondre. Mais la question de Maître Prosper Farama de savoir si en tant que ministre de la Sécurité, il lui arrivait de faire appel à des pays amis pour des renseignements ou des écoutes, le général rougit et insiste en disant que c'est le genre de débat qu'il ne souhaite pas mener devant la barre puisqu'étant accusé de complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Lorsque le général ajoute qu'il sait où l'avocat veut en venir, Maître Prosper Farama rétorque: « Vous me prêtez des intentions, je comprends votre gêne, dites clairement ce que vous me reprochez de vouloir dire. Ce n'est pas de ma faute si des gens ont posé des actes qui les rattrapent dans le futur, a-t-il terminé. À son tour, le général affirme ceci: « Je vous vois venir, je ne répondrai pas à cette question. » Après des acclamations dans la salle d'audience, le président fait vider la moitié de la salle avant de remettre la parole à Maître Prosper Farama. Ce dernier poursuit en s'adressant au général en ces termes: « Vous avez une hantise de votre passé de ministre, vous craignez apparemment, ce qui m'étonne puisque ça devait être un honneur pour vous. » Sur son refus de répondre aux questions, l'avocat souligne que c'est lui qui est poursuivi et non ses conseils. C'est pourquoi pour lui, la bonne attitude serait de dire qu'il n'entend pas répondre aux questions. L'audience a été suspendue à 16h30 et sa reprise est prévue pour ce mercredi à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. La rétrospective de la semaine.
La prorogation de l'état d'urgence vise, selon le gouvernement, à renforcer ses actions en vue de lutter efficacement contre le terrorisme. L'adoption de cette loi était une nécessité, de l'avis de René Bagoro, ministre en charge de la justice. Nous avons saisi l'Assemblée nationale pour demander la prorogation de l'état d'urgence qui a été décrété le 31 décembre 2018. Parce que d'abord, c'est une exigence légale. Le gouvernement peut déclarer l'état d'urgence, mais ne peut le faire que sur une durée de 12 jours. Et la loi de 1959, qui encadre donc l'état d'urgence, prévoit que si le gouvernement veut aller au-delà des 12 jours, il est tenu de demander l'autorisation de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, l'état d'urgence a été déclaré pour lutter contre le terrorisme dans certaines de nos régions. Et 12 jours, c'est largement insuffisant pour pouvoir déployer toute la stratégie nécessaire. Quant aux craintes liées aux violations des droits de l'homme, René Bagoro rassure que des dispositions sont prises. Je voudrais rappeler que l'état d'urgence ne crée pas une situation totalement d'exception. Les juridictions ordinaires continueront de fonctionner. Nous avons également, au niveau du gouvernement, déjà mis des structures de suivi en place qui vont être mises aussi au niveau régional. Tout ça, c'est pour éviter qu'il n'y ait pas d'exaction et que si jamais il y avait ce genre de situation, les juridictions nous prennent. La dite loi prévoit que le gouvernement a la possibilité de mettre un terme à l'état d'urgence par décret avant le délai prévu qui est de 6 mois. L'annonce gouvernementale du 8 janvier 2019 réduisant les prix des hydrocarbures ne répond fondamentalement à aucun des points de la plateforme revendicative de la coalition contre la vie chère. CCVC note la structure dans un communiqué de presse. La CCVC rappelle que l'annonce de la hausse des prix des hydrocarbures décidée par le gouvernement le 8 novembre 2018 avait suscité une vague populaire d'indignation couronnée par une marche nationale de protestation le 29 novembre 2018 à son initiative et à l'occasion de laquelle une plateforme revendicative de 7 points avait été remise au gouvernement. À l'initiative de ce dernier, des discussions sur la dite plateforme se sont tenues les 10 et 17 décembre 2018, mais pour la CCVC, le gouvernement a été à court d'arguments convaincants pour justifier sa décision d'augmentation des prix des hydrocarbures, se contentant au bout du compte d'invoquer des engagements qu'il aurait avec le Fonds monétaire international FMI, note le communiqué. Pour ce qui concerne la réduction du prix de super 91 à 20 francs et celui du gasoil à 30 francs intervenu le 8 janvier 2019, la CCVC estime qu'elle s'apparente beaucoup plus à une vaine tentative de diversion destinée à émousser l'élan populaire soutenant et accompagnant sa plateforme revendicative dont le premier point est le retour des prix des hydrocarbures d'avant la décision gouvernementale d'augmentation du 8 novembre 2018. Considérant cela comme un refus du gouvernement à satisfaire sa revendication et tenant compte de ce qu'elle appelle effet de la batterie de taxes et impôts contenus dans la loi de finances gestion 2019, la CCVC y voit des facteurs d'échec à l'appel à la trêve sociale lancé par le président du Faso à l'occasion de son message de Nouvel An à la nation. Ainsi, la coalition contre la vie chère appelle à nouveau les populations des villes et campagnes à demeurer en état de veille et à se mobiliser pour exiger le retour au prix des hydrocarbures d'avant la décision gouvernementale d'augmentation de novembre 2018 et à se battre résolument et de manière organisée pour l'amélioration de leurs conditions de vie. La clarification des textes concernant les diplômes du système LMD, l'organisation du concours de la magistrature session 2018 avec la participation des candidats diplômés de la licence LMD et l'augmentation du nombre de postes à pourvoir pour les concours de la fonction publique. Ce sont entre autres revendications du comité des jeunes unis contre la fraude dans les concours et pour l'accès à l'emploi. À en croire le porte-parole de ce comité, le problème ne se poserait pas pour le concours de la magistrature si le gouvernement avait pris la mesure de la situation. Moumouni Nassouri. S'ils étaient de bonne foi, dès les premières interpellations, ils auraient pu modifier la loi pour permettre à ce que les titulaires de la licence LMD puissent participer à ce concours. Et on a un juriste au niveau de la fonction publique et il savait qu'en réalité, le recours au niveau de la justice par le syndicat de la magistrature, en réalité, il n'y avait autre mesure que d'annuler le communiqué portant l'ouverture de ce concours. Et vous voyez que même malgré que ça a été annulé, il y a un silence de la part du gouvernement. Ça veut dire qu'il compte ne plus réorganiser ce concours. Au-delà du concours de la magistrature, le comité dit avoir noté de nombreuses difficultés dans l'organisation des autres concours. Vous avez vu la publication des résultats. Ça a été une catastrophe. On fait une liste, on ne sait pas qui est admis, qui n'est pas admis. Il n'y a pas de liste d'attente et après les candidats sont dans l'attente, ils ne savent pas s'ils sont admis ou pas et
c'est la porte ouverte aussi à la fraude. Donc nous disons que dans la publication des résultats, qu'on fasse sortir les performances des candidats et aussi quand ils ont amené la question de la correction par des machines. Nous avons vu que dans les premiers instants, même la signature des surveillants là ont éliminé certains candidats. Le comité des jeunes unis contre la fraude dans les concours et pour l'accès à l'emploi a par ailleurs laissé entendre qu'elle maintiendra la pression pour que ces revendications soient prises en compte. Au cours de cette assemblée générale extraordinaire convoquée par les syndicats de magistrats qui a réuni l'ensemble des magistrats syndiqués ou non, les participants se sont insurgés contre ce qu'ils ont qualifié de menaces répétées du pouvoir politique contre l'indépendance du pouvoir judiciaire. Dans un compte-rendu de cette assemblée générale signé par Christophe Compaoré, ils ont signifié qu'un certain nombre d'actes ou d'initiatives du pouvoir politique ou de certains de ses acteurs dénotent selon eux d'une stratégie volontaire de remise en cause de l'indépendance du pouvoir judiciaire ou de ses acquis. Pour eux, les actes du ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le professeur Seni Ouedraogo, ont une double finalité, à savoir d'une part signer la mise à mort du pacte national pour le renouveau de la justice, résultant des états généraux de la justice auxquels il a pourtant lui-même participé, et d'autre part créer des difficultés de collaboration entre les magistrats et d'autres corps. L'Assemblée générale a regretté ces dites menaces dans un contexte qui devrait selon elle commander beaucoup plus la complémentarité que des guéguerres entre pouvoirs constitutionnels avant de les condamner. Les participants ont par ailleurs signifié que des actions efficaces ne sont pas exclues au cas où ces menaces persisteraient. En ce sens, les responsables syndicaux ont été instruits à mener une campagne d'explication, notamment envers le garant constitutionnel de l'indépendance du pouvoir judiciaire. L'Assemblée a aussi insisté sur la nécessité de renforcer le réflexe d'autosaisine de la justice en cas d'allégation de commission de faits infractionnels et sur l'urgence pour le gouvernement de trouver une solution avec la garde de sécurité pénitentiaire. Insuffisance d'armes, absence de dotation en tenue, manque d'infrastructures et de moyens logistiques, les nominations de complaisance au niveau des services techniques, les affectations discriminatoires, ce sont entre autres difficultés et pratiques que dénonce le syndicat national des travailleurs de l'environnement, du tourisme et de l'hôtellerie. Selon le dit syndicat, les différentes démarches entamées depuis 2017 avec les autorités du ministère en charge de l'environnement n'ont pas abouti à des réponses satisfaisantes. Olivier Sawargo, secrétaire chargé aux relations extérieures du syndicat. C'est la non prise en compte effectivement des points qui y sont inscrits qui fait que nous sommes arrivés à ce niveau. Et nous avons essayé autant que nous pouvons réellement de négocier pour que ça soit examiné avec beaucoup de sérieux. Mais bon, à chaque fois, c'est des intentions, c'est du dilatoire qu'on nous sert à la limite. On nous fait des promesses, on nous dit que bon, dans peu de temps, il y aura ceci ou cela. Mais quand on évalue notre plateforme revendicative aujourd'hui, c'est très négatif. Rien n'est fait. C'est pourquoi le secrétaire général du syndicat, Youssoufo Ouedraogo, se joint à lui pour interpeller les autorités du ministère à traiter dans les plus brefs délais les préoccupations justes et légitimes des agents. Le SYNTET tiendra pour seul responsable les autorités du ministère de la dégradation du climat social qui adviendrait du fait du non-traitement des préoccupations des agents. Il se réserve par ailleurs le droit d'envisager des actions en cas de non-satisfaction immédiate. Le syndicat national des travailleurs de l'environnement, du tourisme et de l'hôtellerie a par ailleurs appelé ses militants à se tenir prêts pour toute action qui commanderait l'évolution de la situation. Le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP dit dénoncer avec la dernière énergie les tueries survenues depuis le 1er janvier dans la région du centre-nord. Le MBDHP dit dénoncer également la stigmatisation de certaines communautés du fait de leur appartenance ethnique et ou religieuse. Une stigmatisation qui constitue pour la structure de défense des droits humains une menace grave pour la coexistence pacifique et harmonieuse entre les différentes nationalités que compte le Burkina. Depuis plusieurs mois, des personnes sont assassinées, des éléments des forces de défense et de sécurité sont constamment harcelés et tués, des biens publics et privés détruits, d'où le constat du MBDHP que le droit à la sécurité de sa personne et de ses biens devient une quête de plus en plus vaine au Burkina. Et le mouvement de constater que les faits indiquent objectivement que les premières autorités politiques, militaires et paramilitaires du pays sont dans l'incapacité d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire
territoire national. Ainsi, pour le MBDHP, les événements malheureux de Yirgou sont la conséquence de l'incapacité du pouvoir actuel à assurer la sécurité des citoyens. Convaincu que c'est par la cohésion sociale populaire que le peuple burkinabé triomphera du terrorisme, le mouvement appelle tous les démocrates et patriotes sincères à œuvrer de toutes leurs forces et par des actions diverses à la coexistence pacifique et harmonieuse entre les différentes communautés que compte le pays. Aux diverses nationalités et composantes du peuple burkinabé, le MBDHP les appelle à dénoncer, rejeter et extirper de leur comportement toute attitude pouvant constituer et ou alimenter des germes de guerre civile. Il appelle aussi les autorités politiques judiciaires en charge de la sécurité à mener des investigations sérieuses et impartiales sur les tueries de Yirgou et à tout mettre en œuvre pour l'aboutissement des procédures judiciaires irrélatives en cours. La structure appelle par ailleurs les autorités à apporter toute l'assistance nécessaire aux populations victimes des tueries de Yirgou sur les plans médical, social et psychologique. Face aux attaques terroristes et contre l'insémination des germes de guerre civile au Burkina, le MBDHP recommande vigilance, mobilisation et action. La rétrospective de la semaine. À la suite des événements de Yirgou, les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits humains se réunissent pour une séance de réflexion en vue de prévenir une situation pareille. La protection des victimes et des témoins dans ces types de violences constitue également l'une des préoccupations des participants. Rodrigue Namouano, président de la Commission nationale des droits humains CNDH, initiatrice de cette rencontre. L'objectif de la rencontre, c'est pouvoir recueillir l'analyse de l'ensemble des acteurs droits humains sur place, sur la situation nationale, dégager donc des axes d'intervention en termes de réponse, notamment pour prévenir ce genre de crise-là, mais surtout pour protéger les victimes et les témoins dans ce genre de conflits intercommunautaires, mais aussi tout ce qui est lié au terrorisme. Au terme des échanges, diverses recommandations seront formulées. Les recommandations vont déboucher sur la mise en œuvre d'un ensemble d'actions terrain, dont la mise en œuvre va impliquer l'ensemble des acteurs droits humains en termes de sensibilisation des populations, en termes d'information des populations, mais aussi en termes justement de prévention de ces conflits-là. Et cela se fera bien sûr avec l'implication d'autres institutions telles que le HCRUN. La CNDH dit s'être saisie de la situation survenue à Yirgou et compte effectuer une mission de constatation sur le terrain, à en croire son premier responsable.